Salut à toutes et à tous, ici Donny Jeep. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde vidéo de la rubrique Game Out. Donc Game Out, je vous le rappelle, c'est la rubrique de la chaîne qui parle de tout sauf de jeux vidéo. Et aujourd'hui, comme c'est la Saint-Valentin, et vous voyez, je me suis un peu mis sur mon 31, ou du moins je me suis habillé un peu plus élégamment que d'habitude. Et bien j'avais envie de vous parler de quelque chose qui touche un peu à la romance et à l'amour, mais pas que. Et en fait mon choix s'est porté sur du cinéma, et encore une fois du cinéma d'animation. Alors je précise de suite, je ne ferai pas à chaque fois sur le cinéma d'animation, c'est même pas mon genre préféré, c'est pas vraiment ce que je maîtrise le plus, je suis pas du tout calé là-dedans. Mais voilà, j'avais plusieurs idées en tête pour cette spéciale Saint-Valentin, et mon choix s'est porté donc sur du cinéma d'animation qui nous vient tout droit des États-Unis. C'est une production Disney qui a été sortie en salle en 1991, et c'est La Belle et la Bête, Beauty and the Beast, dans la langue originale. Alors avant de parler vraiment du film en lui-même, un petit retour rapide sur La Belle et la Bête. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est un conte, je suppose que vous le savez tous, et c'est même ce qui fait partie de ce qu'on appelle les contes types. Alors le conte type, c'est une expression qui rend une sorte de classification. Alors c'est une classification des contes qui date, la première version début du XXe siècle, c'était un Finlandais, Antti Harn, qui avait fait ça. Et donc maintenant on appelle ça la classification Arne Thompson, parce qu'il y a un américain qui l'a repris, après il y a eu un allemand. Et donc La Belle et la Bête, donc ça fait partie des contes types. Donc voilà, donc c'est grosso modo une classification donc de contes populaires, transmission orale, et ils les ont classés suivant en fait les trames narratives, ce que ça raconte. Et surtout un conte type, ça veut dire que c'est un conte qui a un corps commun, mais qui suivant en fait les périodes historiques, enfin les périodes temporelles, suivant les lieux où on se trouve, va avoir des variantes. Et donc La Belle et la Bête, c'est une histoire en fait qui va se transmettre, enfin ce type d'histoire va se transmettre que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, et donc de plein de manières différentes, mais le cœur, la trame narrative reste la même, c'est juste qu'il y a des variantes. Donc c'est ce qu'on appelle grosso modo les contes types. Et en ce qui concerne La Belle et la Bête, au niveau de l'écrit, les premières variantes qu'on va voir en fait écrites vont arriver au 2e siècle après Jésus-Christ. Après ça va évoluer, donc il y aura plein de formes différentes. On va en avoir une version italienne au 16e siècle, et en fait la version disons la plus connue et celle qui est la plus adaptée, et celle dont finalement le film dont je vous parle aujourd'hui est tiré plus ou moins en fait, avec toujours des adaptations, des variantes, ça sera toujours le cas. C'est une version en fait qui date du 18e siècle, et en fait qui est française, qui date du siècle des Lumières, et que l'on doit à Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, qui était une auteure en fait qui écrivait plutôt pour la jeunesse. Elle est même considérée comme le premier auteur de la littérature jeunesse, ou pas loin. Et donc c'était en 1757. Elle a fait donc plein de contes populaires, dont La Belle et la Bête. Elle va adapter donc à sa manière, et c'est là qu'on va vraiment avoir donc toujours cette morale en fait de voir au-delà de la beauté extérieure. Pour voir, donc on est dans le siècle des Lumières, donc c'est vraiment la beauté de l'esprit, la beauté de l'intelligence, quelque chose de la droiture morale, ce genre de choses. Donc voilà, c'est ce conte-là qui après va être... alors il y aura d'autres adaptations, mais c'est vraiment, on va dire, celui qui le finalise dans cette forme-là, et qui sera adapté, donc je ne vais pas toutes les citer, mais dans la littérature, vous allez en trouver donc en roman, en BD, sous plein de formes différentes, au théâtre, et donc au cinéma évidemment. L'une des versions les plus connues du cinéma, et une des premières qui est considérée comme un des plus grands films d'ailleurs du cinéma, c'est la version de Jean Cocteau, en fait avec Jean Marais et Josette D, qui paraît en 1946, donc La Belle et la Bête. Donc voilà, c'était un film qui était assez fabuleux, si vous pouvez le voir, n'hésitez pas, avec une très belle musique aussi, c'est Georges Auric je crois qui fait la musique. Donc voilà, donc c'était une super belle histoire, et donc il a adapté le conte à sa manière. Et donc voilà, et donc après il y aura plein de versions différentes, je vais pas donc toutes les citer. Récemment on avait Christophe Gans en 2014 qui avait fait une version qui était intéressante d'un point de vue de la mise en scène, il y avait des très bonnes idées. Bon après moi j'ai pas vraiment accroché, et puis en plus il y avait Léa Seydoux, à titre personnel je suis pas très fan de Léa Seydoux. Mais en tout cas c'était une version assez intéressante de Christophe Gans, qui était le réalisateur par exemple du Pacte des Loups. Et donc après on a eu en 2017 évidemment la version live avec donc des acteurs de Disney, donc réalisée par Bill Condon. Donc Bill Condon qui est connu parce qu'il a commis les derniers Twilight, mais avant ça il a fait quand même quelques très bons petits films, dont un notamment en fait qui était autour du réalisateur James Whale, donc c'est le réalisateur de Frankenstein avec Ian McKellen.
et qui était un film vraiment très intéressant. Donc si vous pouvez trouver ce film là, c'était vraiment bien. Donc faut pas non plus reléguer Bill Condon juste à Twilight, il a fait des trucs assez intéressants. Et donc là c'était voilà un grand film en costume qui est vraiment très agréable avec un gros casting, donc Emma Watson et Dan Stevens dans le rôle titre, mais après on a donc Ian McKellen, Emma Thompson, Kevin Kline, Ewan McGregor, bref j'en passe, des super acteurs. Donc voilà, on passait un bon moment et c'était donc une version live du film dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est donc La Belle et la Bête de Gary Trousdale et Kirk Wise, qui est sorti au cinéma en 1991. Alors ce Belle et la Bête, il a une genèse assez intéressante. Donc c'est Disney Animation qui produit ça, à l'époque c'était Disney Feature Animation. Donc c'est vraiment le studio qui s'occupe des longs métrages d'animation de Disney et qui a fait beaucoup de films, il est pas loin d'avoir fait 60 films. Le premier c'est évidemment Blanche-Neige et les Sept Nains, qui est un film donc, qui est sorti au cinéma en 1937. Et le dernier en date de Disney, en tout cas par ce studio là, ça doit être Vaiana, donc sorti il y a 1 ou 2 ans. Et donc en fait c'est un projet qui était dans les tiroirs depuis très longtemps. Walt Disney lui-même voulait faire La Belle et la Bête, sitôt après avoir fait Blanche-Neige et les Sept Nains, donc fin des années 30. Et finalement il va jamais réussir à trouver le bon angle d'approche. Ils vont tenter dans les années 50, mais c'est pareil en fait, il va y avoir des storyboards, ce genre de choses. Ça va jamais avoir lieu. Et donc finalement le projet va être relégué, ils vont adapter plein d'autres contes, mais jamais celui-là. Et après donc les années vont passer, et plus ça va aller évidemment, Disney au bout d'un moment, après avoir adapté la plupart des contes, va faire d'autres histoires, et va laisser les contes populaires de côté. Il va falloir attendre la fin des années 80 avec le succès de La Petite Sirène, donc La Petite Sirène qui paraît en 1989, qui va être un gros succès en fait critique et public, et va donner l'envie à Disney justement de ressortir La Belle et la Bête des tiroirs pour l'adapter. Et au départ, le film n'est pas prévu pour avoir des pièces musicales, enfin des pièces chantées. Et ça devait être donc sans cet aspect comédie musicale. Et c'est justement grâce au succès de la Petite Sirène que les producteurs vont dire bon finalement on va faire une version chantée, parce qu'au début ils avaient fait les storyboards encore une fois, donc d'un film d'animation normal. Et c'est pareil, ça ne passait pas, ils n'arrivaient pas à trouver le bon angle d'approche. Et donc c'est là qu'ils vont aller chercher Gary Trousdale et Kirk Wise, alors qu'ils sont des gens qui n'ont jamais réalisé de long métrage avant. L'un est plutôt spécialisé dans tout ce qui va être histoire, création d'histoire pour l'animation, et l'autre en fait, Kirk Wise, est plus dans l'animation pure. Mais la seule chose qu'ils ont réalisé en fait, c'est quelques années avant, c'est un film, c'est même un court métrage qui s'appelle Cranion Command, et qui en fait c'est juste une séquence d'ouverture pour une animation du parc Disney World. Donc voilà, donc quand ils sont engagés, c'est Trousdale et Kirk Wise, ils expliquent que voilà, ils sont très surpris, quoi. C'est un gros projet qu'on leur met dessus, et eux ils n'ont jamais réalisé de long métrage. Donc c'est Don Hahn, qui est un gros producteur de chez Disney, qui chapeaute un peu tout ça, qui est un personnage très important, hein. Et ce qu'il faut dire, dans les films d'animation chez Disney, il y a vraiment tout un panel de personnes, que ce soit d'un point de vue artistique, créatif, technique. Donc je pourrais pas tous les citer, mais n'hésitez pas à aller justement sur les fiches par exemple IMDb, hein, vous savez, International Movie Database, donc c'est un site internet où on peut justement aller voir qui a travaillé sur quoi, et voir tout le monde et sur quoi ils ont travaillé. C'est vraiment des gens qui ont travaillé avec les grands noms de l'animation en fait, de chez Disney, qui se sont formés comme ça et qui vont après travailler donc sur La Belle et la Bête. Ils viennent aussi de La Petite Sirène, ils vont travailler après sur d'autres projets. Donc voilà, je vais pas tous les citer parce que ça serait impossible, puis je les connais vraiment pas tous. Mais voilà, c'est ces espèces de poules comme ça, de créateurs qui travaillent là. Et donc Don Hahn, c'est le producteur qui gère un peu tout ce monde. Donc il prend Trousdale et Kirk Wise pour réaliser. Il va prendre aussi, il va rappeler pour la musique, puisqu'ils choisissent justement de partir sur une optique vraiment musicale, donner un côté comme un peu La Petite Sirène, mais encore plus développé, le côté un peu Broadway. Donc vous savez, c'est ce célèbre endroit où on fait les comédies musicales aux États-Unis, à New York. Et donc ils vont aller chercher Alan Menken, qui est un compositeur, et Howard Ashman. Donc c'est les deux qui avaient travaillé sur La Petite Sirène. Et chose aussi qui est très importante, c'est au niveau d'histoire. Donc d'habitude dans un film d'animation à cette époque-là, l'histoire en fait est créée par rapport au storyboard. Et là justement, pour qu'il y ait une vraie cohérence, l'idée qu'ils vont avoir, c'est de faire appel à une vraie scénariste. Et c'est-à-dire qu'il y aura un script, ce qui est vraiment tout nouveau à l'époque pour le cinéma d'animation. D'habitude on n'a pas de script, on fait vraiment sur storyboard. Et donc ils vont aller chercher en fait Linda Woolverton, qui elle en fait est une scénariste qui a travaillé notamment sur la série Denis la Malice, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc c'est elle qui va en fait créer le script par rapport aux histoires que développe justement le pool des scénaristes et écrivains du film.
Et donc parmi ce pool-là, d'ailleurs de scénaristes et d'écrivains, on va retrouver quand même des noms qui vont percer des noms assez connus dans l'animation. On va voir par exemple Chris Sanders. Donc Chris Sanders, en fait, il est connu parce qu'il a écrit aussi par exemple les histoires pour Aladdin, pour Mulan, et après il a été réalisé ses propres films d'animation, et notamment How to Train Your Dragon, donc Dragon en français, donc qui est un super film aussi, petite parenthèse, super film d'animation. Donc voilà, donc vous voyez, il se forme à Disney, puis après il va aller faire autre chose, et en fait tout ce pool d'auteurs travaille aussi conjointement avec Roger Allers, et Roger Allers, c'est quelqu'un en fait qui est connu parce qu'en fait il a co-réalisé avec Robin Koff Le Roi Lion. Et donc là c'est lui qui s'occupe un peu de driver en fait tous les auteurs et de travailler avec Wolverton sur le scénario. Et le truc le plus amusant, c'est que Kirk Wise et Gary Trousdale, qui sont là à la réalisation, participeront, et c'est eux qui auront plus ou moins l'idée originale du film Le Roi Lion. Donc c'est pour vraiment expliquer de quelle façon en fait tout est imbriqué. C'est vraiment un travail conjoint, il y a une sorte de hiérarchie, mais vraiment tout se nourrit, un peu ce qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les jeux vidéo. J'avais dit que je parlais pas de jeux vidéo, mais c'est un peu cette manière là, donc il y a des creative directors, tout ça, mais on voit vraiment comment tout se nourrit, et c'est très intéressant de voir comment les gens se forment et comment ils vont travailler de projet en projet. Donc là voilà, c'est un peu tout ce pool-là d'écriture. Il y a plein d'autres auteurs, je ne vais pas tous les citer, je vous l'ai dit. Et donc ils vont arriver à cette histoire-là où justement, et ça c'est sur l'impulsion justement de Ashman, hein, qui est donc alors c'est pas le compositeur lui, c'est le parolier, le compositeur c'est Menken. Et c'est eux qui vont avoir cette idée, parce qu'au début dans les premiers scénarios, ben, en fait la Belle est avec la Bête dans le château, elles sont tous tout seuls en fait. Et c'est eux qui vont avoir l'idée de mettre les objets animés, donc ces personnages enchantés, qui sont dans le château. Et donc pour en fait élargir les points de vue sur les différents protagonistes, sinon c'est juste la Belle et la Bête. Dans le conte original en fait, la vision est vraiment portée sur la Belle et sur comment elle perçoit la Bête. Que là ils vont vouloir justement, au travers de ces différents personnages, mettre aussi les deux protagonistes sur un pied d'égalité. Et ça c'est très intéressant, si vous regardez bien dans les Disney, la plupart du temps on a Mulan, Aladdin, rien que dans le titre en fait, c'est sur un personnage, il y a un personnage principal. Là c'est la Belle et la Bête, et ils sont ensemble, et donc ils vont être sur le même pied d'égalité. Et donc là ça va donner une profondeur à la Bête, et j'y reviendrai quand je parlerai un peu des personnages et de l'histoire. Donc c'est sur cette impulsion là qu'on va voir justement l'histoire qui va se générer. Et après, au niveau de l'animation justement, ils vont partir en fait sur quelque chose aussi d'assez hybride, qui est novateur à l'époque et qui va beaucoup amener, puisqu'ils vont utiliser à la fois donc l'animation traditionnelle, mais aussi ils vont commencer à incorporer les outils informatiques. Ils vont utiliser ce qu'on appelle le Computer Animation Production System, ou le CAPS, donc système de production d'animation. Et en fait le truc c'est que ça permet d'ancrer et de traiter l'image numérique au biais de caméras numériques. Et ça ils vont beaucoup l'utiliser pour tout ce qui va être en fait les décors, les arrière-plans. Et ça va donner justement, ça permet de donner à la caméra des grands mouvements, et donc de pouvoir après inscrire des personnages qui la plupart du temps eux seront faits à la main. Et donc ça fait vraiment de fluidifier en fait l'ensemble, de donner une vitalité dans la façon dont les personnages se meuvent à l'intérieur du décor. Ça se voit dès les scènes d'ouverture par exemple, quand Belle est au milieu du village. Donc c'est quelque chose de très intéressant, et c'est le second film qui utilise vraiment ce système là. Le premier c'était Bernard et Bianca au pays des kangourous. Je ne savais, et d'ailleurs c'est en faisant les recherches pour ce film là que je me suis rendu compte qu'il y avait un Bernard et Bianca au pays des kangourous, parce que je ne savais pas, je connaissais le Bernard et Bianca, je ne connaissais pas la version en Australie. Ce qu'ils vont faire aussi qui est très intéressant dans les jeux, alors donc au niveau des décors, et par exemple ça se verra vraiment avec le château, c'est justement les prises et les angles de caméra. Au début du film on se rend vraiment compte que par exemple quand Belle va arriver dans le château et donc qu'elle le découvre, et quelque part qu'elle découvre aussi la Bête, parce que le château est comme une personnification de la Bête aussi. Donc plus le film va avancer, plus la Bête se révèle, plus le château en fait devient lumineux. Il y a vraiment un jeu sur les lumières et sur les ombres qui se rapproche un peu en fait du cinéma expressionniste. Alors vraiment juste pour les jeux ombre et lumière, pas forcément pour tout ce qui va être décor. Mais expressionnisme par la manière dont en fait les ombres vont se lancer, dont les lumières vont éclairer différemment les décors. Quand elle est dans le village par exemple, en fait c'est une lumière assez douce, qui est assez féerique. Et dans le château au tout début ça va être quelque chose de beaucoup plus lugubre. Et donc il y a vraiment ou même la Bête quand elle apparaît en fait il y a un système d'ombre qui est vraiment génial, qui va écraser le personnage, c'est le père. Et donc voilà, donc il y a plein de trucs comme ça qui sont très intéressants. Et après il y aura un inversement dans le film où justement le château va devenir plus lumineux, et c'est le village qui était féerique au début qui en fait va devenir pour le coup beaucoup plus sombre dans la fameuse scène où en fait les villageois commencent à vouloir partir pour aller tuer la Bête. Et donc au niveau des mouvements de caméra, ce qui est très bien aussi, c'est l'utilisation des plongées et des contre-plongées.
des fois la contre-plongée mais vue assez dézoomée, ce qui fait que le personnage est assez loin, et c'est comme si après il allait se perdre dans le décor. Le château est immense, il y a un côté très baroque pour le coup dans le décor, et donc le fait d'avoir une contre-plongée fait qu'en fait c'est comme si ça s'étirait à l'infini, si on était perdu en fait dans quelque chose d'immense qui nous dépassait. Et à contrario, des fois ils vont faire donc des plongées pour aller écraser le personnage de Belle qui subit au début les événements. Et là pareil, au niveau de ces plongées contre plongées, plus le film va avancer, donc plus les personnages vont se découvrir et s'apprécier, plus la caméra va arriver à un point de vue un peu égal, où les personnages donc seront de manière à peu près neutre, filmés vraiment normalement. Et donc ça voilà, il y a vraiment quelque chose qui est très intéressant dans la manière dont ils placent leur caméra dans l'animation, dont ils créent les plans. Donc voilà, donc ils ont fait un super boulot. Et dans l'animation, chose aussi quand même qu'il faut préciser, puisque c'est un des premiers à l'utiliser, ça va être tout ce qui va être le CGI, puisqu'il va y avoir une scène 3D, la fameuse scène du bal, donc un peu l'espace, le climax du film en fait, où vraiment la romance se noue totalement. Et donc là justement, pour avoir ce phénomène là, ils vont recréer en fait en arrière-plan une scène de bal en CGI, donc c'est la première fois qu'on crée ça en 3D, hein, synthèse, qui a cette utilisation là, et ils vont mettre justement encore les personnages fait à la main, animé à la main, dedans. Donc voilà, il y a une fluidité à la fois des personnages qui dansent, et en même temps cette espèce de salle de bal où ils peuvent avec la caméra, avec la 3D, partir dans tous les sens. Et justement, au lieu d'écraser les personnages, ils ouvrent vraiment la romance parce qu'eux-mêmes ouvrent leur cœur. Et donc voilà, donc c'est là encore, et j'en parlais quand je parlais, je crois que c'était d'Uncharted 4, au niveau des animations et de la technique. C'est quand la technique en fait est utilisée pour faire ressortir en fait l'émotion des personnages vraiment, et pas comme simple outil technique. Et donc là c'est ce qu'ils font, et donc ça donne une scène fabuleuse. Et comme je parle des animations, il faut parler aussi quand même des animations des personnages. Donc déjà il y a tout un travail sur les animations des personnages animés, hein, que ce soit avec le chandelier donc qui s'appelle Lumière, Big Ben l'horloge, ou encore Madame Samovar donc qui est la théière. Et il y a aussi quand même quelque chose qui est très bien rendu, c'est quand même les deux personnages. Alors Belle, c'est James Baxter qui s'occupe de l'animation, puisque dans l'animation en fait il y a des animateurs différents pour chaque personnage qui travaille sur le film là. Et donc c'est James Baxter, et James Baxter c'est quelqu'un qui a travaillé donc avec les grands de l'animation, qui là vraiment prend on va dire son essor en dessinant et en s'occupant des personnages de Belle. Et c'est quelqu'un qui après justement va quitter Disney pour aller travailler chez un studio qui se lance, qui est DreamWorks à l'époque, et c'est lui donc qui va être vraiment animateur principal par exemple sur Le Prince d'Égypte, donc il y a un grand film de cette époque là. Il va travailler aussi sur Shrek 2. Donc voilà, donc James Baxter c'est un grand nom de l'animation qui a vraiment fait ses armes, qui a pris son essor avec La Belle et la Bête. Et surtout celui que j'avais envie de mettre en avant, c'est Greg Kihn. Donc Greg Kihn c'est encore un grand nom de l'animation, c'est lui qui s'occupe de La Bête. Et La Bête est probablement un des personnages les mieux animés, et la virtuosité avec laquelle il crée cette bête là, parce qu'il faut arriver à créer quelque chose qui fasse peur, mais qui en même temps donne envie de le découvrir plus, faire passer des émotions. Donc il ne faut pas qu'il soit non plus trop effrayant, et il fait un travail dans la manière dont la bête bouge. Derrière la bête qui au début va être à quatre pattes, mais plus le film avance, plus en fait elle va se redresser parce qu'elle s'humanise. Enfin c'est pas qu'elle s'humanise, c'est qu'elle redécouvre son humanité. Et en fait il arrive à créer tout ça, et dans une espèce de fluidité jusqu'à la scène finale de la métamorphose, qui en termes donc de fluidité est quand même assez exceptionnel, hein, c'est quelque chose d'assez fantastique. Et donc Greg Kihn c'est quelqu'un après aussi qui avait créé Ariel la petite sirène, c'était lui qui avait animé ce personnage là, donc juste avant en 1989. Et après on va le retrouver sur Aladdin, il fera le personnage d'Aladin, il fera Pocahontas, et même maintenant avec la 3D on va le retrouver sur certains films de Disney, puisque c'était lui qui supervisait l'animation et la création d'un personnage que j'adore d'ailleurs, qui est Réponse. Alors évidemment c'est pas tout d'animer de belles manières des personnages et une histoire, il faut aussi quand même raconter une belle histoire et donc créer des bons personnages. Et là c'est pareil, Don Han expliquait que leur but c'était toujours de partir du personnage. Ça c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, c'est comme ça que j'envisage moi en fait l'écriture quand j'écris et la narration, et c'est comme ça que j'aime dans les films, c'est de partir des personnages et à travers les personnages raconter l'histoire, que les personnages soient le moteur de l'histoire et pas l'inverse. C'est une vision comme une autre, en tout cas moi c'est celle qui me parle le plus, et Don Han expliquait que c'était vraiment leur objectif. Au niveau des personnages, donc avant de rentrer dans les personnages principaux qui donnent le titre au film, comme je disais, il y a tous les objets animés qui ont été rajoutés et qui permettent justement d'apporter de la vie au château, de prendre une distance. Et dans les objets animés, par exemple, le plus important ça sera Lumière, qui est un peu donc c'est le chandelier, c'est même le chambellan en fait avec Big Ben, mais c'est un peu lui qui nous fait découvrir le château avec ce côté un peu enchanté, féerique, donner une sorte de côté comédie. Le conte original n'est pas forcément une comédie, et si vous voyez la version de Cocteau, vous verrez que ce n'est pas une comédie. Que là il amène ce souffle là,
Et il y a un côté donc plus vif qui permet justement d'éclairer le château, sans jeu de mots parce que c'est un chandelier. Et donc voilà, et ça, Lumière en fait, en plus l'animation, il disait que justement il s'était basé sur en fait des personnages un peu de comédie musicale, puisqu'il est à la fois basé sur le côté un peu Fred Astaire et surtout côté français, puisque ça se passe en France le film, c'est en fait Maurice Chevalier. Donc voilà, donc il est joué par Jerry Orbach. Donc Jerry Orbach, c'est quelqu'un, vous connaissez sa tête. Il était au début, il était dans le musical, hein, et après il a été acteur, il a refait le musical, donc c'est quelqu'un qui est très habitué là-dedans. Et donc voilà, qui donne vraiment, c'est un des personnages les plus animés, les plus intéressants du film. Son duo avec Big Ben, donc l'horloge fonctionne super bien, il y a un côté un peu buddy movie par moment, c'est assez amusant. Et on aura aussi en fait Madame Samovar, donc qui est la théière, et qui amène ce côté un peu plus maternel, un peu plus doux. À la fois maternelle par rapport à Belle, puisque Belle en fait on ne voit jamais sa mère, on ne sait pas ce qu'elle est sa mère, on suppose peut-être qu'elle est morte ou pas. Et même la bête en fait n'a pas de figure ni paternelle ni maternelle. Donc c'est elle qui amène ce côté-là un peu maternel, et elle est jouée par Angela Lansbury qui est en fait une actrice qui vient aussi de Broadway et que vous connaissez probablement sa tête, puisque c'est elle qui faisait Jessica Fletcher dans la série Arabesque. Mais elle n'a pas fait que ça, c'était une très grande actrice chanteuse de Broadway. Donc c'est elle qui joue Madame Samovar et qui chantera même une des chansons principales du film, à savoir Beauty and the Beast, donc en français c'est l'histoire éternelle je crois. Donc voilà, donc ça c'est ces personnages secondaires mais qui vraiment amènent un souffle et une vitalité au film. Et autre chose aussi qu'ils avaient mis qui n'est pas dans le conte original, c'est en fait un antagoniste. Dans le conte il n'y a pas d'antagoniste, la Belle rencontre la Bête et ils se découvrent comme ça. Dans le film ils ont donc voulu rajouter donc un antagoniste qui est Gaston. Et là encore c'est très intéressant parce qu'au début Gaston est présenté comme une espèce de bellâtre, imbu de lui-même, mais qui fait presque plus à rire qu'autre chose. Et plus le film avance, plus en fait Gaston va être un personnage qui va devenir mauvais. On va voir en fait sous son apparence, et là encore il y a un jeu d'apparence. En fait son apparence physique c'est plutôt donc celui du gars un peu beau gosse qui pourrait être en fait le héros d'une histoire. Sauf que justement sous l'apparence en fait on voit son côté, sa noirceur, sa lâcheté, il est très manipulateur quand même pour essayer d'épouser Belle. Et donc voilà, il ne fait plus rire et il devient même assez dérangeant, et à la fin il veut même donc tuer la bête, pas parce que c'est une bête, juste en fait parce qu'elle est en travers de son chemin. Et donc justement en fait Gaston ça va être un contrepoint de l'évolution de la bête. Plus la bête s'humanise ou se reconnecte avec son humanité, plus Gaston lui se déshumanise, j'ai eu du mal à le dire. Et donc comme je disais dans les jeux des ombres justement, la bête qui apparaissait en ombre au début, et bien à la fin, dans la scène en fait du village, c'est Gaston quand il raconte l'histoire qui apparaîtra en ombre d'une manière un peu monstrueuse. Donc il y a une espèce de glissement comme ça. Et donc c'est un super antagoniste qui est très bien fait, qui est très bien joué. Donc voilà, et donc on lui a mis le fou qui est sidekick un peu comique. Mais voilà, c'est un personnage qui n'est pas unidimensionnel. D'ailleurs les personnages principaux sont pas unidimensionnels. Et ça c'est très intéressant. Ils ne restent pas dans leur carcan et dans ce pourquoi on les a créés. C'est souvent ce qui arrive dans plein de films ou dans plein d'œuvres en fait. Ce côté unidimensionnel qui est un peu embêtant. Là ça évolue. Et donc dans ce système d'évolution évidemment on a la bête. Ce qui est très intéressant avec la façon dont ils vont gérer l'histoire de la bête, donc comme je disais c'est de le mettre de manière vraiment comme un protagoniste. Et c'est quelqu'un en fait, donc, qui a été transformé en bête parce qu'il avait refusé le gîte à une vieille femme qui se trouvait être en fait une magicienne. Et c'est que la bête en fait vu qu'il a été transformé en animal, il est devenu cet animal, pas que physiquement, mais aussi au niveau de l'intérieur. Le conte, donc c'est évidemment retrouver la beauté intérieure chez les gens, aimer les autres, mais pour la bête c'est aussi s'aimer lui-même. Et en fait c'est quelqu'un qui constamment dans le jugement, dans le déni de ce qu'il arrive quand il voit Belle en fait, il y a une très belle scène où il dit elle pourra jamais m'aimer. Et la manière dont il est dans le décor et dans sa chambre qui est ravagée parce qu'il a des colères et tout ça, et donc il est avec sa rose, la rose enchantée, hein, et la manière dont il l'utilise est beaucoup plus douce. Et donc dans l'animation il nous montre en fait entre le décor ravagé et la façon dont même le miroir magique il le dépose avec douceur, qui est une espèce de dualité en fait. Donc il y a quelque chose qui est là dès le début chez la bête, c'est juste qu'il l'a oublié. Et tout le film en fait et son interaction avec Belle sera pas forcément de tomber amoureux de Belle, même si ça va arriver. C'est d'abord de se tomber amoureux de lui-même, de se redonner une belle image de lui-même. Et c'est ça qui va lui permettre justement de s'ouvrir, de se reconnecter avec quelque chose d'humain et donc d'aimable. Et qui fera que donc Belle va voir à travers ça aussi. Donc ça c'est très intéressant en fait. La bête ne représente pas que la version, la beauté intérieure des gens. C'est aussi la façon dont nous-mêmes nous percevons et dont parfois on projette une mauvaise image de nous et dont on pense qu'on n'est pas assez beau, pas assez bon, pas assez intelligent, ce genre de choses, qu'on ne vaut pas la peine. Et la bête c'est ça en fait, pendant une bonne partie du film il pense qu'il ne vaut pas la peine, et le fait de rencontrer Belle va faire effectivement que les choses vont changer. Donc ça c'est très intéressant et ça prouve encore une fois tout le talent de Disney et des contes de manière générale.
oui, en fait, il y a une morale, il y a des choses pour les enfants, et chacun y voit ce qu'il veut, mais il y a toujours une profondeur. Et la façon dont la profondeur ressort au travers de l'animation et même de la narration dans Ce Belle et la Bête est vraiment quelque chose de à la fois très naturel, très fluide et de très intelligent et intéressant. Et la Bête aussi finalement n'est pas le prince charmant habituel de chez Disney comme je l'ai dit, et même dans sa transformation finale, quand on le voit, il ne correspond pas au cadre classique du prince charmant. Et d'ailleurs quand Belle va le reconnaître quand il s'est transformé, elle va le reconnaître à travers quoi? À travers ses yeux, et on dit que les yeux c'est le miroir de l'âme. Donc voilà, c'est pas anodin. Donc pour parler de Belle justement, qui est à l'origine du conte le personnage principal, donc il a sur pied d'égalité plus ou moins avec la Bête. Donc Belle c'est pareil, c'est un personnage, à l'origine les producteurs de chez Disney voulaient garder Jodie Benson. Jodie Benson c'était l'actrice chanteuse sur La Petite Sirène. Et finalement comme Belle est un personnage qui est quand même beaucoup plus mature, c'est probablement la princesse, alors princesse entre guillemets parce que c'est pas une princesse, elle va le devenir à la fin mais c'est pas le but de l'histoire, c'est pas une princesse techniquement Disney. Mais en tout cas c'est ce personnage là de Disney qui est probablement un des plus matures qu'on ait vu dans leur production. Et justement, ils ont voulu prendre une voix plus mature et donc ils vont aller chercher Paige O'Hara, qui est là pour le coup vraiment une actrice de comédie musicale hein, qui évolue donc à Broadway. Et Don Hahn disait en plus qu'ils aimaient son style car elle avait un côté un peu Judy Garland. Donc Judy Garland qui est une très très grande actrice, chanteuse en fait de l'histoire du cinéma, j'allais dire américain mais de l'histoire du cinéma, qui a été connue quand elle était jeune déjà avec le fameux Magicien d'Oz. J'étais en train de me perdre moi-même dans le monde d'Oz avec les arcs-en-ciel et tout ça, mais en tout cas voilà, Judy Garland, très grande actrice. Et il disait qu'il s'était un peu basé d'ailleurs pour le design du personnage de Belle sur Judy Garland. Donc le fait de trouver une actrice qui a une voix, un timbre de voix et une sorte de diction qui s'en rapproche, c'était pour eux quelque chose, une pioche parfaite. Et Paige O'Hara, sa voix est magnifique. Ça me permet rapidement de dire que, évidemment, quand on regarde ces films-là, on a la nostalgie, donc on est habitué à les regarder en français, en VF. La VO est vraiment... Les VF de l'époque étaient super bien, il n'y a pas de souci. Mais la VO amène vraiment quelque chose, surtout dans les chansons après. J'y reviendrai plus tard quand je parlerai de musique. Donc Paige O'Hara, moi je suis amoureux de sa voix. Après je suis amoureux du personnage de Belle aussi. C'est probablement ma princesse, je reviens sur les guillemets avec mes doigts, je sais pas pourquoi je fais à chaque fois ça. C'est probablement ma princesse Disney préférée. Parce que justement c'est un personnage donc évidemment qui apparaît comme Belle. Mais qui est vraiment intelligent, qui est à la fois courageux puisqu'elle va défendre son père. Donc son père qui est une espèce de gars un peu en marge, hein, un peu fou. Enfin fou, il est considéré comme fou, c'est pareil, c'est le regard des autres et la manière dont on est considéré et dont on est finalement mis dans des cases. Et surtout en fait, elle est curieuse. La curiosité c'est pas curieux dans le genre aller regarder ce qui se passe à droite à gauche d'un point de vue un peu fouine. La curiosité c'est la curiosité intellectuelle et la curiosité aussi émotionnelle. C'est la façon en fait de s'ouvrir au monde et aux choses et de pas rester en fait enfermé. Justement dans les cases dans lesquelles nous-mêmes on se met et dans lesquelles les autres nous mettent et auxquelles on finit par croire. Et en fait Belle c'est ça, c'est quelqu'un dès le début du film qui est présenté comme une personne, alors elle est plongée dans ses romans, mais en fait elle est plongée dans ses romans parce qu'en fait ça lui ouvre l'esprit et ça lui ouvre en fait l'envie de découvrir le monde elle-même, et c'est ce qu'elle va faire puisqu'elle va vivre une aventure. Et donc ça c'est très intéressant, c'est ce côté, c'est pas quelqu'un qui recherche l'amour, mais un peu comme Ariel avant elle, la traduction française fait souvent penser que Ariel cherche l'amour, mais en fait non, Ariel est une sirène qui veut découvrir le monde humain. Et là c'est pareil avec Belle, alors là c'est une humaine, mais elle veut découvrir le monde, et donc dans une des premières discussions, ce qu'elle dit en fait avec son père, il lui dit ah t'as pas vu des beaux garçons? Elle lui dit non mais en fait moi j'ai juste envie de rencontrer quelqu'un avec qui je puisse discuter, c'est-à-dire avec échanger, créer des choses, et donc pas tomber amoureuse, c'est pas ce qui l'intéresse. Et même au début pareil, dans la reprise après avoir refusé la demande en mariage de Gaston, en fait elle va donc avoir une reprise de son thème principal, où elle va chanter, et elle va donc courir à travers le champ pour le coup, donc pareil, ouverture du monde, une espèce de grand espace au niveau de la caméra, et elle qui se perd à l'intérieur, où elle va dire justement que ce qu'elle veut en fait, elle veut beaucoup plus que ce qu'on a prévu pour elle. Donc ce que la société, l'image et la façon dont les gens regardent les femmes pour le coup à l'époque, il y a un côté assez féministe qui se lance hein, dans ce film là, hein. Et bien sortir de ce carcan là. D'ailleurs il y a une scène avec Gaston où il lui dit mais pourquoi tu lis quand les femmes commencent à lire après ça leur donne des idées, elles pensent. Et donc il y a vraiment ce petit côté là qui est très intéressant de vouloir amener le personnage féminin sur autre chose que en fait c'est un personnage féminin. Non, c'est un beau personnage. Pas besoin de mettre un genre ou pas. Il y a des personnages qui sont bien écrits, des beaux personnages, et d'autres qui sont mal écrits. Peu importe qu'ils soient féminins, que ce soit un animal, un objet animé, ou un homme, quoi que ce soit. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage là, et voilà, enfin moi quand j'étais gamin, que j'ai vu le film, je suis tombé amoureux d'elle, c'est comme ça. Et ensuite quand je revois ce film là, ça marche à chaque fois.
Probablement aussi que ça me fait penser à d'autres personnages que j'aime beaucoup et je vais le placer comme je le place à chaque fois. Ça me rappelle par bien des côtés aussi, ça pourrait être une cousine de mon personnage préféré du jeu vidéo ever qui est Elizabeth de BioShock Infinite. Et c'est pas la vidéo ici parce que sinon ça serait encore vraiment trop long. Mais peut-être qu'un jour je parlerai vraiment de ce personnage là, Elizabeth de BioShock Infinite. Parce qu'elle a beaucoup, elle emprunte pas mal en fait au personnage de Belle. Un peu de réponse aussi. Et puis d'autres personnages qu'on peut trouver dans le cinéma que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc un jour je ferai peut-être vraiment une vidéo là-dessus. Mais j'aurais tellement à en dire que pour l'instant j'ai pas osé me mettre là-dedans. Mais en tout cas c'est pour ça que ce genre de personnage là, pour le coup féminin, m'intéresse beaucoup. Parce qu'il dépasse le cadre des clichés et des tropes dans lesquels trop souvent ils sont mis. Donc voilà, un personnage que j'adore et je vais arrêter là parce que sinon je vais continuer en roue libre et ça ne sera pas bon. Toujours est-il que tous ces personnages, ces histoires, cette animation, cette fluidité en fait, ce qui va la lier définitivement dans le métrage, ça va être la musique et les chansons. Et donc comme je l'ai dit, là on va retrouver donc le duo Alan Menken, Howard Ashman, donc compositeur parolier, ils ont déjà travaillé ensemble sur La Petite Sirène, qui est un gros succès. Et donc là ils vont vraiment continuer dans cet aspect, donc je dis comédie musicale. Et les pièces de musique, les pièces chantées sont très importantes dans la comédie musicale, j'enfonce sans doute une porte ouverte. Mais les pièces chantées c'est ce qui sert en fait à vraiment traduire les pensées comme une voix en fait des personnages. C'est ce qui fait avancer l'histoire. Et donc ça permet en 3 minutes, séquence de 2 minutes, 3 minutes suivant comment dire la chanson, de vraiment faire avancer le film sans que ce soit heurté. Et là en fait Ashman, donc, qui est le parolier, va créer vraiment des choses mais vraiment magnifiques. Ne serait-ce que par exemple la scène d'ouverture dans le village, donc la chanson qui s'appelle Belle, présente à la fois le personnage de Belle, ses aspirations, la manière dont le village en fait la regarde et dont elle regarde le village. Ça va présenter aussi Gaston, c'est comment sa petite manipulation qu'il commence à faire. Et donc voilà, ça permet d'inscrire en 3 minutes tout ça, alors qu'il faudrait plein de séquences et qu'on perdrait du temps. Donc ça c'est très intéressant et surtout par rapport au village, il y aura donc après de manière opposée, il y aura la fameuse chanson où à la fin ils vont attaquer la bête. Et ça permet aussi, dans la chanson, c'est là qu'ils vont traduire vraiment le côté des croyances et des peurs. Il y a donc dans la scène où ils disent qu'il faut aller tuer la bête parce que la bête en fait va venir tuer nos enfants, égorger nos fils, nos femmes. Je suis en train de faire la Marseillaise, mais c'est pas ça. Mais en fait, il montre bien l'ignorance. Ce petit village tout gentil en fait devient un village en fait d'ignorants, de village qui est recentré sur lui-même en fait. Et il y a une peur en fait, il s'est dit dans les paroles, ils disent oh mais en fait on va l'attaquer cette bête parce que c'est quelque chose en fait qu'on comprend pas et nous en fait ce qu'on comprend pas on n'aime pas et surtout ça nous fait peur. Et ça parle vraiment justement de la manière dont nos croyances en fait nous renferment sur nous-mêmes et fait une sorte de ségrégation avec plein de choses. Et donc ça il le rencontre à travers de la chanson et c'est très intéressant et c'est là où je reviens sur les paroles. En anglais les paroles sont beaucoup plus matures et traduisent beaucoup plus en fait les idées qu'il veut faire passer qu'en français. En français souvent, et c'est valable pour beaucoup de Disney, si vous écoutez par exemple la BO de La Petite Sirène, la fameuse chanson Partir là-bas, qui est Part of the World, donc c'est différent. Faire partie du monde, c'est différent que partir là-bas on sait pas où. Faire partie du monde de La Petite Sirène, donc voilà, il y avait déjà ce truc là, c'était Ashman qui l'avait écrit. Et même dans Aladdin, le fameux Ce rêve bleu qui est un peu niais, hein, c'est un truc qu'on chante un peu dans les émissions de TF1 les soirs de Noël. Et si vous écoutez la version originale, en fait c'est The Whole New World. Et en fait c'est donc découvrir un nouveau monde. Et on a toujours le même concept, c'était encore Ashman qui avait écrit. En tout cas il avait commencé à écrire, il va décéder entre temps. Et donc voilà, et donc Howard Ashman c'est quelqu'un qui va mourir. Il verra même pas en fait en 91 le film fini de La Belle et la Bête. Il a déjà écrit les paroles mais en fait il était atteint du sida. Et donc il va mourir assez jeune, il a 40 ans. Et donc c'était quelqu'un, alors ça c'est moi qui l'analyse comme ça. Et je l'assume totalement mais c'est peut-être pas la vérité. En fait, donc c'était quelqu'un qui va mourir du sida qui était homosexuel. Et à cette époque-là, l'homosexualité, ça commençait à être reconnu. Il y avait des combats pour ça, évidemment, dans les années 80. Mais c'était encore quelque chose d'assez difficile. Et cette manière, justement, dans ces chansons, de vouloir, et donc au niveau des personnages, de créer en fait quelque chose qui voit au-delà des carcans, des catégories, de vouloir s'intégrer au monde et de vivre pleinement avec le monde, de ne pas être rejeté stupidement parce que de prime abord on pense que, mais c'est que des pensées, les pensées c'est quelque chose qui amène en fait plein de croyances inutiles. Mais en tout cas c'est vraiment quand on regarde les différentes chansons qu'il a écrites et de ses différentes œuvres, c'est vraiment des thèmes qui reviennent. Et je pense que là encore une fois ça amène vraiment une profondeur au film et une texture en fait qui change vraiment de la chanson qui serait juste là pour colorer le métrage, juste pour mettre une chanson parce que c'est Disney, on va mettre une chanson. Donc c'est pour ça que moi je vous enjoins vraiment, si vous le pouvez, à regarder ces films là en VO ou écouter les BO en fait, ou du moins les chansons en VO,
parce qu'on apprend vraiment il y a vraiment des choses mais vraiment merveilleuses. En tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, et donc c'est comme ça que je vous le partage. Toujours est-il que le film, au niveau du ressenti et au niveau du partage, donc il va sortir en salle en 91, fin 91, ça va être un succès critique et succès public, puisque à l'époque je crois qu'au box-office il va faire, alors le box-office faut pas forcément s'y attacher, mais il va faire quasiment 150 millions de dollars aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis, et quasiment ou même plus de 350 millions dans le monde. Donc voilà, donc un gros succès, les critiques vont adorer, même après tout ce qui va de l'académie, puisque en fait le film va être nominé aux Oscars. Il va gagner l'Oscar de la meilleure chanson pour justement l'histoire éternelle, donc Beauty and the Beast. Il avait nominé 3 chansons en plus dans cette catégorie-là, pour dire à quel point les chansons quand même sont vraiment réputées au niveau de leur qualité. Alan Menken va aussi gagner tout ce qui va être la bande originale, tout simplement juste la musique. Et ensuite aussi le film va gagner le Golden Globe en fait de la meilleure comédie ou comédie musicale. Donc dans la même année en fait il fait un film comme The Commitments qui est un super film, c'est Alan Parker je crois. Mais il va gagner ce Golden Globe là. Et surtout, et c'est le seul dans l'histoire du cinéma jusqu'à présent, ça va être donc le seul film d'animation à être nominé au titre de meilleur film aux Oscars. Il ne va pas le gagner puisque cette année-là, donc on est en 92 quand les Oscars ont lieu, c'est le Silence des agneaux, donc le film de Jonathan Demme, adapté donc Hannibal Lecter, tout ça. Donc c'est ce film-là qui va gagner l'Oscar. Mais voilà, La Belle et la Bête, ça va être le seul film d'animation, et pour l'instant en tout cas, qui est nominé en tant que meilleur film. Alors en plus maintenant, au début des années 2000, ils ont créé la catégorie meilleur film d'animation, donc ça restera encore les chances, donc je pense qu'il restera longtemps le seul film d'animation à être nominé aux Oscars. En 2002, ils vont ressortir une version réaménagée, justement une version IMAX, ils vont le ressortir au cinéma, et ça sera l'occasion d'incorporer une séquence musicale qui s'appelle Human Again, où en fait on voit les personnages animés du château en train de nettoyer le château, tout ça, avant la scène du bal. Et donc voilà, ils vont réintégrer cette séquence là qui avait été coupée au montage original parce qu'ils n'avaient pas pu la faire pour des raisons techniques et parce que ils trouvaient que ça cassait un peu le rythme, alors que maintenant on peut la trouver, c'est très très bien. Donc ça c'est une sortie en 2002. Et en 2010 je crois, ou pas loin, ils vont faire aussi avec tout ce qui est l'apport 3D, ils vont refaire une version en 3D du film. Si vous voyez dans mon dos d'ailleurs, vous avez le Blu-ray Collector avec son super steelbook que j'ai acheté chez Zavi. Je leur fais de la pub parce qu'ils font des super steelbooks. Donc voilà, c'est qu'en anglais, sous-titré anglais, mais il y a cette version justement. À la fois vous avez la version cinéma originale, vous avez même la version qu'ils avaient mis pour les petits panels, donc c'est une version animée pas vraiment finie, donc qui était originale, avant même la sortie publique. La version IMAX avec donc la scène à rajouter, version longue, et la version 3D. Donc j'ai pas de télé 3D, j'ai pas vu la 3D, puis je suis pas fan de la 3D. Toujours est-il que vous voyez, il y a différentes versions que vous pouvez donc trouver en Blu-ray, en DVD, ça se trouve un peu partout. Et c'est pour cette alchimie vraiment parfaite qu'il y a donc entre l'histoire, la manière dont le conte a été adapté, la musique qui lit tout ça, les personnages, l'animation, la technique. Voilà, c'est vraiment cette alchimie vraiment parfaite, et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous sur ce Game Out. Et surtout parce que donc j'avais dit, hein, c'est la Saint-Valentin, donc c'est une histoire d'amour, une romance, mais quand je parle d'histoire d'amour, justement, le film va au-delà de la romance. La romance en fait c'est un effet de ce qui se passe entre les personnages, mais c'est pas le cœur des choses. Et c'est pour ça que j'ai repris le titre de la chanson Histoire éternelle pour sous-titrer ma vidéo. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment est-ce que tout conte doit être, tout bon conte doit être, ou toute même bonne histoire doit être. C'est quelque chose qui sort de l'espace et du temps, quelque chose donc d'intemporel. Et donc ça parle d'amour, mais surtout, donc, comme je l'ai dit, c'est l'amour pour les autres, mais l'amour pour soi, donc ce que j'appelle en fait l'amour pur. Alors je suis pas en train de vous faire un truc de gourou ou quoi que ce soit, mais il y a une expression, quand je réfléchissais justement à la vidéo, je me disais, il y a des réflexions que tout le monde dit, l'amour rend aveugle. Et en fait, oui, l'amour rend aveugle si c'est un amour qui n'est pas un amour véritable, comme Gaston par exemple dans le film qui est amoureux de lui-même, donc c'est un amour narcissique, égocentré. Mais en fait, l'amour pur, véritable, donc qui peut être l'amour donc romantique, mais ça peut être un amour platonique, ça peut être un amour filial, ça peut être un amour de point de vue inconditionnel pour les choses, pour les gens, ce que vous voulez. En fait, l'amour, au contraire, ne les rend pas aveugles. Il ouvre la vue, ou du moins il nous redonne la vue. Il nous permet justement d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir notre regard aux autres, aux choses, ne pas les juger juste sur leur apparence, et juste s'imprégner en fait de ce qu'ils nous proposent, et après accepter ou pas. Et donc voilà, et de cette espèce d'ouverture comme ça, vraiment de l'esprit, et surtout l'ouverture émotionnelle, de la manière dont on ressent les choses, ben c'était aussi quelque chose que j'avais envie de partager dans cette vidéo là avec vous, parce que c'est d'ailleurs pour ça que je fais les vidéos, et c'est pour ça que quand je fais une vidéo, je ne parle que de choses que j'ai aimées, et je ne fais pas de vidéos sur des choses que je n'aime pas, parce que je ne vois pas le besoin de partager mon avis sur des choses que je n'aime pas. Donc voilà, donc en cette journée de la Saint-Valentin, c'est pas un message que j'ai envie en fait de vous transmettre, parce que je n'ai pas à vous transmettre des messages, c'est juste un message que j'avais envie de dire. Donc voilà, s'ouvrir l'esprit, s'ouvrir à l'amour dans ce sens-là.
Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous abonner, à commenter évidemment parce que c'est ce que j'aime le plus moi, lire vos commentaires, répondre à vos commentaires, échanger, partager, comme je le dis à chaque fois, c'est ce qui m'intéresse le plus. Sur ce, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin puisque c'est la journée. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.